Ce n'est vraiment plus une question de gauche contre droite. Il s'agit vraiment de cette classe Epstein là-bas. C'était une personne extraordinaire. Je pense qu'il est important de bien situer ses points forts, tu vois. Ce n'était pas juste un idiot. Oui, C'était pas quelqu'un sans charisme. Ce n'est pas quelqu'un sans intelligence. Ce n'était pas quelqu'un sans une extrême finesse. Je pense que si tu mises sur un seul parti, tu finiras par perdre les deux. Et je pense que tu le vois en temps réel avec la perspective ultra-sioniste. il s'agit de l'aspect renseignement et du niveau d'implication. Avec la CIA ou le Mossad, Les pays envahisseurs tenteront d'y parvenir par le biais de la CIA, d'opérations secrètes et de forces spéciales. lorsqu'un cessez-le-feu a été instauré en janvier, Est-ce que ça inclurait plus de contrôle. ces manifestations ont éclaté en mars et il n'y a eu aucune sanction? Une grande partie de ce que nous faisons à l'étranger finit par avoir des retombées positives chez nous. Un rabbin du Minnesota s'est récemment adressé à des chrétiens et a déclaré « Vous êtes en train de prier Juifs, ». Il parle de Jésus c'est les parce que vous devriez adopter nous tous. ces choses qui sont maintenant mises au jour. Chaque accusation portée contre nous est comme un aveu de leur part. La façon dont nous traitons les étrangers ressemble de plus en plus à la façon dont nous traitons parfois les Américains. Une grande partie du sentiment anti-musulman et anti-islamique est en réalité une campagne de propagande coordonnée par Israël et ses alliés, les Émirats arabes unis, afin de justifier la violence. Bienvenue dans Hats Off. Bienvenue. Ici, on élève le débat de part et d'autre. Ce n'est ni un débat, ni une interview, ni un moment kumbaya, mais ce n'est pas non plus un piège. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui, Kurt Mills, le directeur exécutif de l'American Conservative. Il intervient un peu partout dans l'actualité et il est aussi contributeur au New York Times. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Oui, donc nous avons récemment reçu votre collègue Andrew Day dans le podcast. Et même si cela ne fait que quelques semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je vais te donner une option. J'ai 3 cartes en main et c'est toi qui choisis par quoi on commence. Premièrement, quelque chose qui s'est passé depuis notre conversation avec Andrew, Epstein. Encore plus de dossiers ont été publiés. Il y a pas mal d'informations croustillantes là-dedans. Deuxièmement, il y a un accord avec l'Iran sur la table. Netanyahou est actuellement en train de venir aux États-Unis, vraisemblablement pour saboter cet accord d'une manière ou d'une autre. Troisièmement, nous avons Alex Pretty a été tué par l'ICE d'une manière vraiment troublante. Par quoi veux-tu commencer? Waouh! C'est Epstein. Passons au dossier Epstein. Voici l'essentiel de ces derniers documents publiés. Ce sont les plus viscéraux dans le sens où, en fait, parce qu'il s'agissait d'un être humain. Ouais, C'est un vrai type. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait eu, il y a eu quelques dépositions, mais les dépositions, évidemment, t'essayes de ne rien dire qui puisse t'envoyer en prison. Ouais. Il existe très peu de vidéos de lui. Et puis, vous savez, même les courriels précédents étaient d'une toute autre nature. Ah, évidemment, la connectivité, mais ses opinions doivent être détendues. Voilà comment il était. Et il était, je ne veux pas généraliser, mais c'était une personne extraordinaire. Tout comme c'est tout à fait inhabituel. type de capacité énergétique. Ouais, Exactement. c'est comme... Oui. il était partout. Je pense qu'il est important de mettre à niveau ses points forts, parce que cela explique comment le complot et les crimes ont pu se mettre en place. Comme si ce n'était pas juste un comportement idiot. What? Ah, ce n'était pas quelqu'un sans charisme, ce n'était pas quelqu'un sans intelligence, ce n'était pas quelqu'un sans de bonbons à profusion. Et je pense que ça se ressent. D'autres aspects sont bizarres, comme cette apparente incapacité à écrire en anglais de façon traditionnelle. Ouais. Ouais, mais je veux dire, c'est comme si c'était juste un « hein ». N'est-ce pas en soi une façon d'accroître le mystère? Il est juste trop riche et trop occupé pour même s'en soucier. Tu sais, tu dois déchiffrer. Code Morse que je t'envoie, sinon tu peux pas bosser avec moi, ce genre de truc. Et donc, ouais, c'était beaucoup à voir. Et c'était beaucoup à voir. Son niveau de connexion, longtemps après avoir été incarcéré la première fois, et tu sais, bien dans la soixantaine, je suppose. Donc oui, c'était beaucoup. Ouais. Je vois 2 pôles qui émergent. Donc, je vois dans la façon dont c'est traité dans les médias, d'un côté, probablement le pôle le plus bruyant, c'est évidemment les crimes sexuels et tout ce qui concerne la traite, toutes ces horreurs.
Et le second, qui semble être quelque peu minimisé, c'est l'angle de l'espionnage et l'aspect du niveau d'implication avec la CIA, le Mossad ou différentes agences de renseignement. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Tu penses, enfin, certaines personnes sont très sensibles, évidemment, comme on devrait tous l'être, aux dissimulations, au fait que certains essaient de trouver des boucs émissaires ou de protéger certains atouts. Quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que ça signifie pour la communauté du renseignement? À quel point ils ont les mains sales derrière tout ça? Je pense que les emails eux-mêmes, il est très peu probable qu'un agent du renseignement à l'époque, et surtout aujourd'hui, écrive dans un email « Je suis un agent du renseignement ». Bien sûr. Et surtout parce qu'on peut à peine écrire ça dans une phrase. Donc je pense pas que ça infirme quoi que ce soit. Évidemment, il y a déjà eu énormément d'articles avant, du genre d'emails qui sont sortis, qui ont montré ces liens évidents. Je veux dire, TAC et Dropsite News ont fait un long article sur les liens d'Epstein avec la CIA, probables dans les années 80. Ce sont tout simplement pas des choses normales dans lesquelles la plupart des gens sont impliqués, et ça dure depuis longtemps. Je veux dire, il était déjà impliqué là-dedans alors qu'il n'avait que la trentaine. Et puis, en plus, ce qui est aussi frappant, et je pense toujours que c'est l'élément clé de toute l'affaire Epstein, c'est qu'est-ce qui passe en fait très peu de temps à faire, on dirait. Gérer de l'argent, investir de l'argent, Il est censé être le gars des impôts, ouais. Donc, je veux dire, je pense, il y avait un article du New York Times sur sa carrière, son ascension depuis ses débuts. En gros, tu vois, falsifier des diplômes de cadre, sortir avec les filles de ses patrons, être une sorte d'étoile montante dans le monde des années 80, fin des années 70. La finance new-yorkaise. Tu sais, je ne dis pas qu'il n'avait aucune maîtrise des marchés financiers, il ne savait pas ce qu'il faisait, il ne l'était tout simplement pas. Il n'y a pas de trace sérieuse de lui auprès des gens. Être le genre d'innovateur financier qui aurait des milliards de dollars, et pour moi, ça a toujours été l'histoire principale. Donc en gros, il y a, tu vois, deux grandes théories. La première, il ne les avait pas, mais je n'y crois pas vraiment. Vu les propriétés qu'il possédait, c'était des choses bien réelles qu'il avait. Pas juste de belles maisons à New York, mais la plus belle maison. Really? À New York, pas seulement des endroits dans, tu sais, les Caraïbes, la plus belle île de ce coin-là. Et donc, tu sais, je pense que le fait qu'il s'en occupait pas vraiment au quotidien, comme le montrent ces emails qui ont fuité, est très révélateur. Je trouve ça extrêmement révélateur et ça soulève la question d'où venait son financement. Parce qu'il transférait des fonds à des gens très puissants. Je veux dire, on dirait que si quelqu'un était dans une impasse, ou si quelqu'un voulait, le truc des cadeaux de luxe est vraiment flagrant. Genre, je crois, l'actuelle directrice juridique de Goldman Sachs, qui était conseillère à la Maison Blanche pour Barack Obama, Cathy Rummler. On verra si elle s'en sort à cause de ce scandale. Je veux dire, il lui offre, tu vois, des objets de luxe. C'est quand même inhabituel, C'est presque d'ordre personnel. Je ne sais pas s'ils ont une liaison ou quelque chose comme ça, mais bon, aucune idée, probablement pas. On dirait simplement que c'était normal pour lui d'accorder ce genre de récompense à ses contacts. Oui, et c'est aussi quelque chose que Tucker Carlson a souligné, c'est-à-dire que si tu as certaines personnes et que leur ascension fulgurante semble défier toute logique arithmétique et la façon dont ça devrait se passer, il y a généralement quelque chose de louche derrière. Oui, enfin, je veux pas forcément parler de fraude, même si, bon, avec quelqu'un comme ça, on peut jamais l'exclure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait probablement un nombre restreint de clients, et que ce qu'il faisait pour eux n'est peut-être pas, à proprement parler, uniquement financier. Oui, que c'était peut-être de l'information, ou... Oui. Récemment, j'ai rencontré un spectateur qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. The Thinking Muslim ne s'est pas contenté de l'informer, cela a fondamentalement changé sa vision du monde. Et ce n'était pas un cas isolé. Un responsable du convoi mondial Soumoud a expliqué qu'un de nos épisodes l'a fait passer du simple spectateur à l'action concrète. Un jeune homme du Soudan a partagé qu'il avait appris l'anglais en écoutant l'émission et qu'il est maintenant inspiré à servir l'Oumma. Des madrasas ont intégré le podcast dans leur programme universitaire.
Dès le premier jour, The Thinking Muslim n'a jamais eu vocation à être juste un podcast de plus. Il a été fondé sur une conviction simple. Notre Ummah mérite des médias ancrés dans la foi, la justice et le sérieux intellectuel. Des médias qui renforcent l'iman tout en affrontant le monde avec honnêteté et courage. Nous doublons désormais notre contenu dans plusieurs langues. Nous avons lancé de nouvelles collaborations, dont un programme avec l'imam Tom Fekini et une émission axée sur la jeunesse pour la prochaine génération. Et en emmenant The Thinking Muslim sur la route, j'ai pu constater de mes propres yeux la soif de notre Ummah pour du contenu de fond, de la profondeur et un leadership fondé sur des principes. Ce qui arrive ensuite est encore plus ambitieux. Une émission d'histoire racontée avec du sens pour aujourd'hui. Une série sur des figures transformatrices, une sira politique et du contenu spécialement conçu pour les enfants. La vision seule ne suffit pas. Pour construire des studios, former des présentateurs et créer des médias professionnels capables de rivaliser avec les meilleurs, nous avons besoin d'un soutien durable de la part de ceux qui croient que ce travail est important. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Devenez membre sur thinkingmuslim.com/membership et aidez-nous à construire ce que notre communauté mérite vraiment. L'une des choses qui ressort, eh bien, vous avez mentionné certaines des personnes impliquées dans ce scandale, et c'est un autre angle évident de toute cette affaire. Tout le monde dit peut-être avec une pointe d'ironie « Je suis déclaré hors de danger pour la dernière libération d'Epstein. C'est comme si j'étais en sécurité. Tu sais, genre moi non, mon non, non. » Mais Ouais, certaines personnes le font. j'ai vu quelqu'un dire que personne, Joe Biden, n'était impliqué. Ouais, Une autre justification pour ça- président. donc il y a quelque chose, vous savez, hein, humoristique, mais pas tant que ça. Eh bien, compte tenu de l'étendue de son réseau, c'est en fait intéressant de voir qui n'y figurait pas. C'est vrai, c'est drôle. Mais en même temps, il n'est probablement pas le seul agent à faire ce qu'il fait, même si c'est peut-être le plus gros poisson du bassin. On dirait qu'il était plutôt doué pour ça. Oui. Mais qu'est-ce que cela dit sur, je pense, la façon, et c'est quelque chose que j'ai abordé avec Andrew, la façon dont on a l'habitude de penser la répartition du gâteau politique ou du spectre politique ici aux États-Unis. Donc certaines personnes essaient de dire ce n'est plus vraiment une question de gauche contre droite, c'est plutôt qu'il y a cette classe Epstein là à part. Ils sont tous impliqués dans des actes vraiment impies de toutes sortes, et aussi dans des actes illégaux, en plus d'actes immoraux. Et puis il y a les gens ordinaires qui se font avoir à cause de l'inflation et de la crise du pouvoir d'achat, et tout notre argent qui part en Israël et tout le reste qui se passe. Quelles sont les potentialités de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui représente réellement un potentiel changement dans la politique américaine? Ce que je soupçonne et ce qui me fait peur, c'est qu'on nous vend quelque chose. Et je ne veux pas dire que les sujets brûlants des guerres culturelles ne sont pas pertinents, hein. Ils ont évidemment leur importance. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'ils soient instrumentalisés pour nous empêcher d'avoir une discussion plus profonde et structurelle sur ce que font les élites par rapport à ce qui préoccupe la personne moyenne, qu'elle soit de gauche ou de droite. Qu'est-ce que t'en penses? Instrumentaliser les tartes. Quelqu'un qui... Instrumentaliser la guerre culturelle, c'est comme nous faire nous focaliser sur un exemple précis. Je ne dis pas que, tu sais, le droit à l'avortement n'est pas un sujet sérieux, ou que le contrôle des armes à feu ne l'est pas non plus. Et je veux aussi parler du port d'armes quand on abordera la question de l'immigration. Je suis un défenseur du droit aux armes à feu, tu sais, mais la façon dont c'est utilisé dans la culture suscite une certaine méfiance. Et chez moi, comme chez d'autres, il y a ce sentiment que ces choses-là sont en réalité secondaires par rapport à un problème bien plus grave en amont, à savoir que, en ce moment, la société, notre gouvernement, est dirigé par des escrocs très immoraux des deux côtés du spectre, à gauche comme à droite. Et plus ils poussent la conversation vers ces questions secondaires, plus ça les arrange, parce que ça détourne l'attention d'eux et de tout ce qu'ils font. Donc, une de mes questions, c'est comment? Et toi? Qu'est-ce que tu penses de cette analyse d'abord? Ensuite, est-ce qu'il y a un moyen de réajuster ou de réorganiser la vie politique américaine? Ou peut-être dans la guerre culturelle, des personnes ou des camps qui sembleraient étranges? Des alliés improbables doivent-ils s'unir d'une certaine manière pour s'attaquer à des problèmes structurels très profonds qui rendent ce pays vraiment malade? Oui, je suis très partagé par la façon dont c'est présenté, donc je vais commencer par le côté positif.
Premièrement, hypothétiquement, la bifurcation que tu proposes me semble très positive. Et ce serait mieux qu'une guerre partisane. Je veux dire, ce qui me frappe dans la promesse de ce moment, et je pense qu'il y a déjà eu des moments comme ça dans le passé, c'est une sorte de révolte bipartisane et populiste contre une élite corrompue. Ce sont des choses que je soutiens, hein. Ce sont des choses qui, à mon avis, amélioreraient le pays. Je pense qu'à bien des égards, notre débat public est bien plus sain qu'il y a 6 ans, lorsqu'il semblait s'agir d'une guerre culturelle instrumentalisée. Covid RI. Tous ces sujets et qui en bénéficiait. Je veux dire, je veux pas débattre de BLM, etc., mais c'est assez évident qu'en JP, Morgan Stanley, Goldman Sachs et la Silicon Valley soutiennent tous quelque chose qui ne les inquiète pas outre mesure. Les Américains se disputent sur des questions culturelles, n'est-ce pas? En fait, c'est un peu ce qu'ils souhaitent, donc ils n'ont pas. Discussion. Géo-éco. Tout le monde avait des drapeaux arc-en-ciel, du Coca-Cola, et maintenant, C'est... oui, Exactement. vous savez absolument. Non, rien n'a vraiment changé, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, donc ça a empiré à certains égards, et donc je pense que c'est une amélioration. Et je pense, ma seule hésitation quant à la formulation est, je pense que l'histoire d'Epstein montre l'autre côté du monde, à savoir que d'une certaine manière, personne n'est aux commandes, hein, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une réponse troublante que les gens n'aiment pas vraiment entendre. Parce que le problème avec les théories du complot, c'est que ça sous-entend une élite hyper compétente. Oui, Ça montre bien l'incompétence des élites, les emails. oui, Et on voit aussi qu'ils ne se connaissent pas vraiment entre eux, d'où l'importance d'un intermédiaire social comme Epstein. Je veux dire, il y a c'est parfois devenu un mème, mais il y a la vieille blague de Georges Carlin qui dit que tout ça c'est un grand club et que vous n'en faites pas partie. Je pense que c'est faux. Je pense que ce n'est pas du tout ce que j'ai constaté en connaissant certaines de ces personnes et en enquêtant sur elles, hein. Ils sont souvent très méfiants et suspicieux les uns envers les autres. Ils sont très paranoïaques. Et je pense qu'Epstein a profité et abusé de cette opportunité. Mais il l'a aussi exploité, hein. Il a créé un espace sûr pour des transactions financières, pour la débauche, pour un humour presque corporel et une obscurité totale au final, une obscurité totale. Mais je pense que Epstein lui-même, et cela montre qu'il existe un espace pour les entrepreneurs au sein de l'élite pour faire ce genre de choses. c'est Fascinant. Ouais, je pense que j'hésiterais juste. Vous savez, on ne veut pas que l'énergie populiste soit. récupérée, vous voyez, pour l'énergie d'une foule, Oui, qui ne fait que remplacer certains membres d'une élite corrompue par quelque chose d'encore pire. absolument. Non, c'est un point de vue tout à fait valable. Et j'aimerais creuser un peu ça et essayer d'aller encore plus loin. Donc, c'est intéressant, hein. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens donner ce point de vue, mais ça sonne juste, l'incompétence, surtout maintenant que de plus en plus de gens commencent à prêter attention. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, à quoi attribue-t-on ce vide? Si, disons, notre niveau de civisme, eh bien, Andrew et moi avons une conversation sur le civisme et sur ce à quoi devrait ressembler le civisme en Amérique, surtout avec l'immigration et tout ça. Si l'on part du principe que la participation civique est au plus bas, ce qui est peut-être le cas, quelque chose est responsable d'un vide dans lequel les Epstein de ce monde se sont engouffrés. Et peu importe, qu'est-ce qui devrait remplacer ce vide? Qu'est-ce qui devrait exister et est-ce que les citoyens ordinaires doivent jouer un rôle plus proactif pour s'assurer que ce vide n'existe pas en premier lieu? Est-ce que des choses comme notre culture du divertissement et le fait d'être diverti jusqu'à l'excès, et est-ce que cela enlève la capacité du citoyen moyen à réellement participer? On parle aussi de crise de l'accessibilité financière. Quels sont tous les facteurs qui empêchent l'apparition de quelque chose qui viendrait combler ce vide? Vide qui est ensuite occupé par un type comme Epstein. Je pense que je suis pas sûr que nous soyons en récession civique selon les définitions traditionnelles. Parce que je pense que la participation électorale est plus élevée qu'il y a 20 ans et je pense que les gens s'intéressent plus à la politique qu'il y a 20 ans. Ouais. Malheureusement, c'est plutôt de façon négative, parce que ça ne fait que nous diviser. D'un autre côté, il y a un sentiment, et je pense que tu le vois, et j'hésite beaucoup à utiliser ce genre de langage, parce qu'on ne comprend pas toujours bien ces sociétés, et qu'au fond, on n'est pas si différent à bien des égards. Mais il y a cette tendance, je pense, aux États-Unis, de plus en plus, et comme l'illustrent les dossiers Epstein, où l'on a l'impression que les grandes décisions, les États-Unis, est privatisé.
Le fait qu'il ne soit pas démocratisé et que ce soit en réalité les opinions d'un petit groupe de personnes triées sur le volet qui déplacent l'argent, élaborent les politiques, etc., etc. Alors, d'un côté, Donald Trump, vous savez, c'est vraiment difficile à dire. Pour quelqu'un d'aussi bien connecté et pour quelqu'un qui est né dans une famille au foyer d'une richesse aussi spectaculaire et qui l'a amassée. C'est une carrière atypique, certes, mais j'ai certainement gagné beaucoup d'argent. Évidemment, je pense qu'avant de devenir président, il était en quelque sorte en dehors de l'élite, non? Il était détesté par eux. Il a soit été exclu, soit mis à l'écart, soit il les a trahis, ou alors c'est un mélange de tout ça. Et c'est comme ça qu'il a su exploiter l'énergie populiste et qu'il est devenu, à bien des égards, l'histoire politique marquante du siècle. Mais il donne aussi l'impression que les politiques n'ont pas vraiment changé, ou pas suffisamment. Pas autant changé qu'il l'avait prédit. Ouais, son ascension laissait présager. Et je pense que cela entraîne en réalité une récession civique, car je pense que les gens ne prêtent pas vraiment attention aux détails de ce qui se passe à Washington DC. Et je suis très partagé à ce sujet, parce que d'un côté, je pense, vous savez, je suis quelqu'un qui vient d'ici. Je pense que beaucoup de gens qui viennent d'ici ou qui vivent ici maintenant ne sont en réalité pas originaires d'ici. C'est une ville très étrange à cet égard. Et je pense qu'ils ne comprennent vraiment pas le reste du pays. D'un autre côté, les Américains permettent à cette dynamique de perdurer. Et à la fin de la journée, à qui la faute? Assalamu alaikum à tous, c'est Zara ici, dans le comté de Wajir Est au Kenya. Je suis aujourd'hui avec Beiton Mal. Et ce que vous pouvez voir ici, sous plus de 32 degrés sans aucun nuage, ce sont de nombreuses familles alignées pour recevoir des colis alimentaires de Ramadan. Beitul Mal sait que le Ramadan approche. Et nous avons déjà commencé la distribution de nourriture. Ces sacs de 55 kilos contiennent tout ce dont ils vont avoir besoin. Farine, riz, dattes, sucre, sel, et la liste continue. Alors que beaucoup d'entre nous se préparent à jeûner ce Ramadan, ces sacs vont être une bouée de sauvetage pour les familles. Ils nourriront leurs soufours et leurs histoires. Vous pouvez contribuer à rendre leur jeûne possible pour seulement $120 par famille. Rendez-vous sur btml.us/thinkingmuslim pour en savoir plus et faire un don. Donc c'est une question très exploratoire, mais quelle est la solution à cela? Est-ce que c'est une question d'affiner notre sens politique et notre compréhension de la politique? Encore une fois, ça revient peut-être à redéfinir l'éducation civique. Comment fonctionne la politique publique? Pour la plupart des gens, leur idée de la participation politique, c'est regarder les infos, voter, s'intéresser à un ou deux sujets de prédilection qui comptent vraiment pour eux. Est-ce que cette configuration-là, est-ce que ça ne fonctionne plus? Est-ce qu'il nous faut une autre configuration? Ma réponse est à la fois cynique et optimiste. Je pense qu'une grande partie de tout ça est en fait gérontocratique et que le renouvellement très lent du pouvoir, de l'argent, de la célébrité, c'est en quelque sorte sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qui se passe en ce moment pour diverses raisons et une partie de cela, tu vois, enfin, moi, je veux que les gens vivent aussi longtemps qu'ils le peuvent ou aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Enfin, toutes ces choses-là. Mais cela fige littéralement dans l'ambre une génération, celle des baby-boomers. Ça, tu vois, je pense pas que ce soit voulu, mais c'est par hasard qu'ils ont vraiment eu, genre, un règne de 50 ans. Ouais. Et ce n'est pas ça. Et je pense que quand ça changera, beaucoup de ces problèmes seront en fait résolus. Il y a beaucoup d'histoires sur Epstein. Mais en fait, la grande histoire, selon moi, c'est celle d'une élite baby-boomer. Et c'est vraiment une histoire très baby-boomer. En gros, tu vois, issu d'un milieu ouvrier à New York, il a gagné énormément d'argent dans la finance, avait tout un réseau de relations. Le rêve américain à bien des égards, mais avec lui, on voit aussi le côté sombre du rêve américain. Et je pense que c'est pour ça que c'est une histoire fascinante. C'est vraiment très intéressant. Il y a plein d'autres sujets dont on pourrait parler. Je ne veux pas enfoncer le clou ici. Mais si tu pouvais nous donner une caractéristique qui différencierait ou distinguerait une politique post-baby-boomer, par exemple, quelles sont certaines des choses que tu anticipes? Ou disons, espérons que certains de ces problèmes puissent être résolus. Quelle est la différence entre un Gen X, un millénial ou un Gen Z? C'est un peu cliché, mais je pense que l'impulsion vers le militarisme est en train de disparaître. Et je pense que c'est quelque chose d'important.
Et je sais que beaucoup de gens ne veulent pas parler de politique étrangère, n'y prêtent pas attention, mais je pense que notre attitude envers le reste du monde est très importante pour la réputation des personnes qui voyagent à l'étranger, pour notre image à l'international et pour l'image que nous avons de nous-mêmes. Et je pense qu'une grande partie de ce que nous faisons à l'étranger finit en fait par avoir des répercussions chez nous. Je veux dire, tu vois, la façon dont on traite les étrangers, c'est de plus en plus la façon dont on traite parfois les Américains eux-mêmes. Et je pense que c'est une tendance négative. Et je pense que si cette impulsion, si cet instinct est au moins atténué et amélioré, ce serait un changement majeur. Et puis en plus, il y a simplement la réalité de gouverner les États-Unis. Tu sais, beaucoup de gens parlent d'un jeu. Si un gouverneur devient le prochain président, tu vois, quelqu'un comme Newsom ou autre, il peut dire qu'il veut faire tout un tas de choses différentes. Mais la réalité, c'est que les États-Unis sont vraiment difficiles à gouverner sur le plan intérieur. Leurs problèmes sont vraiment profondément enracinés. Demande à Barack Obama, et il a fait passer un système de santé moyen et ça lui a coûté tout son capital politique. Au fond, ça n'a pas résolu le problème. Je pense que la plupart des gens l'admettraient. Tu sais, c'est quand même vachement plus facile de se concentrer uniquement sur les affaires étrangères parce que le président a quasiment carte blanche impériale. Et je pense que dans ce système, s'il y a un commandant en chef qui qui avait une vision plus réaliste de ce que les États-Unis peut et ne peut pas faire à l'étranger, et qui est plus concentré sur le moyen et le long terme. Comme je pense que nos rivaux, les Chinois, le sont, je pense que nous, on verrait des améliorations. Et je pense vraiment que c'est typiquement un truc de baby boomer de faire ça. Le militarisme, et je pense que c'est vraiment lié à, tu vois, c'est juste, à bien des égards. Le sens politique des gens, pas tout le monde, mais je pense que pour la plupart des gens, leur sens politique se forme en quelque sorte à l'adolescence, dans la vingtaine et la trentaine. Et leur récit, c'était, tu vois quoi, la faiblesse à la Carter, Reagan arrive, l'Union soviétique s'effondre, Kumbaya, peu importe, genre, tu sais, la dette qu'on a commencé à accumuler à ce moment-là, la financiarisation qu'on a commencé dans les années 80, peu importe ce que c'est vraiment de vivre en Europe de l'Est aujourd'hui, et à certains égards, c'est pire qu'avant la chute du mur de Berlin. Mais il y a cette idée que la force, une politique étrangère musclée, résolve tous ces problèmes. Et je pense que c'est très ancré chez les gens dont la politique a été marinée dans les années 80. Oui, c'est fascinant. Je suis pas habitué à entendre cet angle intergénérationnel. Je pourrais en parler toute la journée, malheureusement. Il y a des limites à toute perspective. Bien sûr, mais c'est une perspective supplémentaire importante. Et puisque tu as ouvert la porte, je pense, pour faire la transition vers la politique étrangère, parlons de l'Iran. Oui. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ici ? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est fou ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? On dirait qu'il y a un accord potentiel en vue. Netanyahou, on trouve ça. Lundi, dans 2 jours, Netanyahou est censé venir en ville, sans doute pour essayer de saboter l'accord. C'est juste qu'en tant qu'homme politique de très longue date, c'est un peu son mode de fonctionnement. On le connaît. C'est d'une audace caricaturale. Oui, et il est d'une audace caricaturale. Et donc, oui, il y a une chose qui va, c'est prévisible. Et c'est ce à quoi on s'attend. Donc je crois que d'autres personnes de l'américaine conservative parlent du Iran test. Et comment cela place Trump dans une situation où il va essentiellement devoir choisir entre les intérêts américains ou les intérêts israéliens. Est-ce que tu as des pronostics ? Qu'est-ce qui est en jeu ici ? Eh ben, j'ai probablement été un peu plus optimiste à ce sujet que le ressenti général. Le ressenti général, je pense, depuis, tu sais, vraiment depuis le raid contre Maduro, vraiment depuis les manifestations en Iran, c'était que Trump allait les frapper à nouveau et assez fort, et que les Iraniens allaient riposter de toute leur force cette fois. Et ça pourrait vraiment, vraiment mal tourner. J'ai été un peu... Je pense qu'il est très utile de considérer cela comme le scénario de base à ce stade, compte tenu de ce qui s'est passé en juin dernier, des échecs des négociations précédentes. Je pense qu'il est extrêmement important, pour ceux qui prônent le réalisme et la retenue ici, de ne pas trop se faire d'illusions. Cela dit, ça a été un processus étrange. Trump a fixé une ligne rouge. Tu sais, des manifestants tués, eh bien, je pense que peu importe ce que tu penses des chiffres, certains des chiffres qui sortent de ce pays sont assez drôles.
Mais c'est au-dessus de zéro. Tu es en ivre. C'est une ligne très intéressante à tracer. Ouais. Je pense qu'il y a eu plus de 0 morts dans les violences. Hein. Et l'État iranien, je pense, reconnaît que 3 à 4 000 personnes ont été tuées. Et je suis sûr qu'il dirait que ces personnes sont des terroristes, etc. Donc ne rentrons pas dans ce débat. Donc des gens étaient tués. En théorie, la ligne rouge a été franchie, mais il n'y a pas eu beaucoup de bruit à ce sujet. Même si nous ripostons, je pense qu'on verra. Genre, ça prouve que Trump n'est pas du tout comme Obama, tu vois, pour l'avoir laissé franchir la ligne rouge. Mais il y a des moyens qui bougent dans la région depuis un moment, hein. Il y a eu un énorme sentiment, je crois, il y a 1 ou 2 week-ends, qu'ils allaient frapper, mais ils l'ont pas fait. De nouvelles négociations se sont ouvertes. Beaucoup plus d'acteurs sont impliqués cette fois-ci. Je veux dire, les Russes font du bruit, les Turcs font du bruit, les Qataris prennent note et font du bruit, les Saoudiens font du bruit, même si on perçoit des signaux un peu différents venant d'Arabie Saoudite, mais je pense que ça pourrait être instrumentalisé par le lobby israélien, franchement. Hein. Mais je pense qu'il y a de l'espoir qu'un accord de dernière minute puisse être trouvé. Et il y a des indices que Trump n'a pas vraiment envie de faire ça. Mais je pense, tu sais, l'homme a ordonné les frappes contre l'Iran en juin, et je pense que c'était une erreur. Et tu sais, je pense pas qu'il mérite une sympathie sans fin, hein. Mais je pense que ça reste le scénario de base. Quelqu'un qui ne croit pas vraiment à une guerre contre l'Iran et qui est entouré de gens. Et encore une fois, c'est un adulte. Il est président des États-Unis. Il a fait ses choix. Il est entouré de gens qui, eux, le veulent pour diverses raisons. Et l'histoire, c'est de savoir s'ils vont réussir à le dominer, à prendre le dessus sur ses instincts, ou si ses instincts vont l'emporter. Et ça reste fondamentalement différent. C'est peut-être une distinction de nuance par rapport à un néoconservateur idéologique. Tu vois, je suis quand même plus à l'aise avec Trump comme président que, disons, Rubio, Ursula, George W. Bush, certes. ou Mike Pompeo, ou John Bolton. Ouais. C'est quelqu'un qui dit, je veux dire, on devrait le faire. Et il est entouré, je crois, d'une bande de fanatiques qui veulent qu'il le fasse. Et c'est différent. Alors, regardez, pour connaître la situation réelle de Trump, des objectifs, à savoir pas d'armes nucléaires, et la vanité, le prestige d'obtenir un meilleur accord qu'Obama. Il l'a obtenu. C'est ça. Et il l'a depuis le printemps glamour. La première offre des Iraniens était un niveau d'enrichissement plus bas que le JCPOA. Je pense qu'il parle d'un niveau encore plus bas que ce dont il parlait au printemps dernier. Il parle de tout un tas de choses. Je ne pense pas que ce sera, tu sais, un enrichissement totalement nul, tu vois. Castration complète du régime. Je veux dire, ce que proposent les Israéliens, ce que proposent les NE accent aigu conservateurs, c'est que si Khamenei, tu vois, démantèle lui-même le régime, ouais, Il doit agiter le drapeau blanc. ouais, s'il donne tout ce qu'on veut sans qu'on fasse la guerre, alors très bien, on accepte. Et ensuite, évidemment, son peuple le dévorera. Oui. Comme ce serait le cas pour n'importe quel gouvernement, non? Si les États-Unis démantèlent leur armée, alors on peut conclure un accord avec les États-Unis. C'est ce qu'on demande. Ouais. Mais je pense qu'un accord équitable qui permettrait, premièrement, d'éviter une guerre, et deuxièmement, d'empêcher les Iraniens d'obtenir l'arme nucléaire est sur la table. Et tu sais, la question nucléaire elle-même, je pense que c'est évidemment, historiquement, un prétexte et une invention pour justifier des options militaires. Les Iraniens, enfin, quoi qu'on en dise, ne sont pas aussi déterminés à obtenir l'arme nucléaire. Je veux dire, bien sûr, combien de pays ont une fatwa contre les armes nucléaires? C'est pas Kim Jong-un. Kim Jong-un n'a pas eu, ni Kim Jong-il, ni la famille Kim n'ont eu de fatwa contre les armes nucléaires. Ce gouvernement, lui, en a une. Nous ne voulons pas nous retrouver dans un scénario où les seules options seraient que les Iraniens se lancent dans la fabrication d'une arme rudimentaire ou la guerre. Oui, non, c'est juste. Et je pense que c'est intéressant que tu le présentes ainsi, en opposant les instincts de Trump à l'influence de son entourage. Et j'ai mentionné brièvement, tu sais, avant qu'on commence à enregistrer, votre implication ici dans la campagne Punir les démocrates en 2024, et c'était précisément notre argument, tu sais, auprès de la communauté musulmane, c'est qu'on ne prétend pas, tu sais, être d'accord avec beaucoup de politiques, d'attitudes et de discours. Mais sous Biden et sous Harris, on a la certitude à 100% d'un soutien sans réserve au génocide israélien. Et avec Trump, on a peut-être genre 99,5% ou 99% ou peu importe le pourcentage. Un peu mieux que ça. À ce moment-là, Autrement dit, pour défendre l'administration, je crois qu'elle a été moins meurtrière sous Trump.
Oh, absolument. L'autre argument est qu'ils ont commis la plupart des meurtres qu'ils pouvaient commettre. Sous Biden, mais je veux dire... Je crois. Les membres de la communauté l'espéraient. Quand un cessez-le-feu a été conclu en janvier, il y aurait eu davantage de mécanismes d'application. Dans ce sens, tu sais. Car ils le rompaient en mars. Et à ce moment-là, Il n'y avait aucune tension. exactement, parce qu'on sait bien, encore une fois, qu'Israël est un acteur très prévisible. Ils respectent pas leurs accords. Ils font ce genre de choses. Ils repoussent constamment les limites pour obtenir le maximum possible à chaque accord. Ils ont tenté d'assassiner. Tu sais, des membres du Hamas, quand ils venaient signer un accord qui ne leur plaisait pas, non? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, qui est ce pourcentage, quel qu'il soit. C'était le pari, c'était l'espoir, c'était d'avoir au moins ça, parce que l'alternative est tout simplement terrifiante. C'est donc très intéressant. Il y a 2 directions possibles. Et je continue de réfléchir à la perspective intergénérationnelle qui est vraiment utile, car l'une de mes observations historiques est que les choses continuent de se répéter, pas tout à fait en cercle, mais en spirale. Mais elles ne sont pas aussi efficaces à chaque fois qu'elles se produisent, n'est-ce pas? On assiste donc aux attentats du 11 septembre et à toute l'hystérie qui s'ensuit, et maintenant on envahit l'Irak. Et 25 ans plus tard, les gens repensent à tout cela et se disent « Waouh, quelle terrible erreur !» Il semble que cette génération s'attende presque à pouvoir reformer le groupe et refaire les mêmes choses, alors que les gens sont devenus lassés, les gens sont devenus plus malins, tu sais, le monde est plus connecté. Les gens n'y croient plus autant, c'est du moins ce que j'observe. Je suis d'accord, même si ça peut être plus sombre. Car, comme vous l'avez dit, cette récession civique, il semble vouloir faire la guerre à l'Iran, ce qui est un projet plus vaste qu'une guerre contre l'Irak. C'est un pays plus grand. Et il semble qu'il soit assez proche, même s'il n'y a pas de casus belli, même si personne ne le souhaite. Oui, et c'est vrai. Ou une minorité le souhaite, hein. Il s'en approche donc, même sans tout ça. Et cela faisait partie de l'expérience, vous savez, pour quelqu'un qui a été politisé par le 11 septembre et qui, même adolescent, s'opposait à la guerre en Irak. Et puis, vous savez, voir toute l'énergie qui a été investie. Et encore une fois, c'est pour ça que, du moins pour moi, je reviens toujours à cette question, quel est le degré de sophistication de notre compréhension de la physique? Parce que combien de centaines de milliers ou de millions de personnes sont descendues dans la rue? Mais ça ne va pas forcément entraîner un changement de politique, n'est-ce pas? On n'est pas encore assez sophistiqué pour réellement mettre en place la séquence d'action qui va vraiment nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Je dirais, pour défendre le moment des années 2000, qu'il y avait une vraie opportunité qui, à mon avis, a été gâchée par Obama. Il faut vraiment que je le dise. Donc, si on regarde un peu la période de 2006 à, disons, 2012, début 2010, l'expérience de cette époque, Obama, clairement, je ne pense pas qu'il aurait gagné la primaire s'il n'avait pas été opposé à la guerre en Irak. Ouais. Et puis en plus, je veux dire, on l'oublie, mais c'est quelque chose dans lequel le magazine a une histoire d'implication. Le mouvement Ron Paul, qui est devenu ensuite le mouvement Sun Pulse, a présenté Paul comme candidat dans le Parti républicain. En fait, toute l'énergie était vraiment du côté anti-guerre. Ouais. Et tu sais, je pense que d'une certaine manière, c'est plus évident avec le recul. Mais la leçon que les démocrates, je crois, en ont tirée, c'est que l'Irak était la mauvaise guerre. L'Afghanistan était la bonne guerre. C'est ça. Donc Obama a intensifié l'engagement en Afghanistan. Je crois que j'ai entendu des avis partagés là-dessus. J'ai entendu dire que lui-même, d'après quelqu'un qui serait bien placé pour le savoir, n'y croyait pas vraiment, mais qu'il avait un peu l'impression qu'il devait le faire. Biden, selon certains articles de l'époque, aurait même menacé de démissionner de son poste de vice-président, ce qui est quand même extraordinaire, à cause de la montée en puissance. Mais en tout cas, en 2012, le candidat du côté républicain, c'était Romney. Et Obama avait en quelque sorte conservé une grande partie du lest. Les éléments sophistiqués de la machine militaire ont été conservés, tandis que ceux qui présentaient des risques politiques ont été écartés. Donc, au lieu d'occupation massive de la plupart des pays, à l'exception de l'Afghanistan, nous utiliserons des drones. Pour envahir des pays, nous essaierons de le faire par le biais de la CIA, d'opérations secrètes et de forces spéciales. Et nous le constatons aujourd'hui. Je pense que les faucons et les NE accent aigu hauts conservateurs le savent, et d'ailleurs ils insistent avec fierté sur des arguments contre des gens comme merci. Vous savez, notre magazine, ce n'est plus les années 2000. Pourquoi ce n'est plus les années 2000? Ah, parce qu'on utilise les forces spéciales.
Ah, parce qu'on ne fait plus, vous savez, d'occupation. Et vous savez, je pense juste que c'est une distinction sans réelle différence. Et pour être clair, je veux dire, je pense qu'en tant que communauté, les musulmans américains regardent en arrière et réalisent à quel point le consensus bipartisan a été sombre en ce qui concerne notre communauté. Nous ne nous faisons aucune illusion. À l'époque, je pense qu'on était très illusionnés par les années Obama. Mais avec le recul, je veux dire, c'est lui qui nous a apporté la CVE, vous savez, les programmes de lutte contre l'extrémisme violent et l'espionnage. Et c'est lui qui a fait assassiner des citoyens américains à l'étranger avec des drones. Donc, il y a une sorte de conscience politique qui renaît, ou peut-être qu'émergente est un meilleur mot. Cela a mené la communauté musulmane, je pense, à une crise en 2024. C'est comme si on était coincé entre le marteau et l'enclume ici. Alors que la logique post-11 septembre, avec le genre de rhétorique des NE accent aigu conservateurs, a poussé beaucoup de gens vers la gauche. Je pense, et c'est compréhensible. Mais cette lune de miel est terminée depuis longtemps, et donc on s'est retrouvé face à cette perspective lors de l'élection de 2024. Donc maintenant, la question c'est où allons-nous et quelle est la prochaine étape ? Les primaires vont vraiment être un cas d'école très, très intéressant à observer. On a beaucoup plus de gens qui travaillent des deux côtés de l'échiquier politique. Tu crois que les deux seront touchés? Ah oui, absolument. Et pour nous, garder la Palestine et Israël dans l'actualité et faire en sorte que les élections tournent autour d'eux, c'est vraiment, vraiment important pour assurer la continuité de ces enseignements. L'une des choses qui revient souvent, c'est l'Iran et la guerre, avec la question de l'Iran sur la table, et Netanyahou qui arrive, et tout ce qu'on imagine que Netanyahou va dire, les mêmes choses qu'il répète depuis les années 90, à savoir, vous savez, ils sont à tant de semaines près. Et nous sommes à l'avant-garde, nous défendons la civilisation occidentale contre le terrorisme islamiste. Tout ça, je voudrais revenir rapidement sur les dossiers Epstein. Certaines choses qu'on a vues dans les dossiers Epstein, la façon dont les sionistes parlent des non-sionistes, les goyim ceci, les goyim cela, sur qui nous sommes censés régner. Et il y avait, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y avait un rabbin dans le Minnesota qui s'est récemment adressé à des chrétiens et il a dit ceci. Citation, vous adorez un seul juif, il parle de Jésus. C'est ça l'erreur, parce que vous devriez tous nous adorer. Et toutes ces choses qui sont en train d'être révélées, et pour nous, dans la communauté musulmane, on ressent cela. Il y a une expression qui est apparue ces 2 dernières années, après le 7 octobre, où chaque accusation portée contre nous ressemble à un aveu de leur part. Alors, quand Exet a un tatouage avec le mot kafir, n'est-ce pas, et que cela est censé signifier, dans l'imaginaire de la civilisation occidentale, une sorte de... Tatouage croisé. Oui, un tatouage de croisé. C'est une sorte de conflit civilisationnel entre le christianisme et l'islam. Oui, le tatouage goyien. C'est la question qu'on se pose. Où est cette énergie pour ce genre de choses ? Parce que dans nos cercles fermés, même quand on parle d'un non-musulman ou d'un kafir ou de tout ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. On dit pas qu'on va asservir tout le monde et qu'il devrait adorer. Oui, on fait pas ça, mais c'est ce dont on nous accuse. Et c'est ce qui fait le lien avec l'Iran, la connexion avec l'Iran. C'est ça qui donne la légitimité dans le discours ou l'excuse, le prétexte. C'est ça. Pour une grande partie de ces différentes interventions militaires. Non, je veux dire, je pense que l'Iran est en quelque sorte, même si c'est risible pour quiconque connaît un peu la région, mais je pense que l'Iran, dans l'imaginaire, pour beaucoup trop d'Américains, c'est en quelque sorte le boss final de l'islam radical, n'est-ce pas? Et oui, je pense que c'est comme ça qu'ils parviennent à mobiliser le soutien du public. La question est donc de savoir dans quelle mesure il s'agit de sentiments anti-musulmans ou anti-islamiques, et j'évite volontairement le terme islamophobie car je n'aime pas ce terme. Je pense pas que nous ayons bien réfléchi à la question, hein. D'abord parce que ça copie le terme homophobique et je suis pas d'accord avec cette façon de présenter les choses. Et ensuite parce que ça ne correspond pas exactement au travail que nous cherchons à faire. Ce n'est pas une phobie. Nous n'avons pas peur. Nous n'essayons pas de critiquer les gens qui ne nous aiment pas, n'est-ce pas ? Mais ce qui nous préoccupe, c'est qu'une grande partie du sentiment anti-musulman, anti-islamique, est en réalité une campagne de propagande coordonnée par Israël et ses alliés, comme les Émirats arabes unis, afin de justifier la violence. Donc la question c'est, dans quelle mesure Israël et ses autres forces sont-ils derrière tout ça ? Dans quelle mesure tout cela n'est-il que pure propagande ?
Et selon vous, quel est et quel devrait être le rôle des musulmans aux États-Unis sur le plan politique? Tout ça, je sais que c'est une question un peu inattendue, mais avec tout ce que nous avons traversé en tant que communauté, et le fait d'être le bouc émissaire, d'être le méchant, d'être en quelque sorte l'ennemi public numéro 1, cela sert d'alibi sans fin pour des guerres éternelles et tout ce qui s'ensuit. On dirait qu'on est au bord du gouffre. Il me semble qu'on est presque à une ère qui dépasse tout ça et que les gens commencent à s'en rendre compte. Donc, certains ont parlé de la Team Dieu, de l'unité des religions monothéistes et de leurs pratiquants. Selon vous, quel rôle les musulmans pourraient-ils jouer, que ce soit à gauche, à droite, dans la culture politique américaine? Tout simplement? Oui, écoutez, je dirais que pour n'importe quel groupe d'intérêt, c'est toujours une erreur de miser sur un seul parti. Oui, Et je pense qu'en quelque sorte, on voit le lobby pro-israélien en faire l'expérience en temps réel. Oui. Et pas seulement parce qu'on ne diversifie pas ses paris. Je pense que si vous misez sur un seul parti, vous finirez par perdre les deux. Et je pense qu'on le voit en temps réel avec la perspective ultra-sioniste aux États-Unis. Et je pense que cela a été un moyen pour Netanyahou d'obtenir rapidement beaucoup d'avancées politiques. Et cela peut fonctionner pour la carrière politique de Netanyahou, mais je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour Israël sur le long terme. Donc ce serait premier conseil à la communauté musulmane américaine, ou à tout le monde. Je pense que lorsque les musulmans étaient fondamentalement unis dans une démocratie monolithique, on supposait qu'ils n'avaient nulle part où aller. et Je pense que cela a été une grave erreur de la part des campagnes de Biden puis de Harris. Et ils l'ont payé en 2024. Je pense que cela a été décisif. c'était notre rôle de leur faire payer, parce que ce que nous voyions comme alternative, c'était qu'ils continueraient à nous considérer comme acquis. Pour Hachi. Ouais, je veux dire, si le statu quo était, nous. Serions juste un paille d'Epson. Et donc, tu sais, aussi difficile que cela ait été, et en sachant ce à quoi nous allions être confrontés, et en connaissant, tu sais, les potentielles réactions négatives ou quoi que ce soit, il a dit, eh bien, c'est soit l'irrélevance politique totale et la perte de pouvoir, soit prouver que si nous sommes réellement capables de fixer des lignes rouges. Parce que c'était ça la chose à laquelle je revenais sans cesse. Et en fait, je pense que dans de futurs épisodes, nous allons recevoir certains de ces agents du Parti démocrate qui se sont infiltrés dans la communauté américano-musulmane. Assez profondément, depuis 20-25 ans, dont certains ont collaboré avec des programmes CVE et des opérations d'infiltration du FBI et tout ça. La question qu'on leur posait sans cesse, c'était « Dis-moi simplement à quel moment tu vas tourner le dos au Parti démocrate. Je veux juste savoir en fait qu'est-ce qui doit se passer. À partir de quel moment tu ne conseillerais plus ou n'imposerais plus à la communauté d'aller dans cette direction. » Et les personnes qui, soit par le biais de subventions, soit par intérêt, ou parce que leur carrière était alignée avec le Parti démocrate, ils n'avaient jamais de réponse, jamais de réponse. Donc la conclusion très claire, c'est « D'accord. Eh bien, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pensez pas à l'intérêt de la communauté, vous pensez à votre propre intérêt personnel ou à celui de votre groupe. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de la communauté d'être attaché à un seul navire, surtout à un navire en train de couler, qui, comme le disait Malcolm X, tu les mets en premier et eux te mettent en dernier, non? Et c'est exactement la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Autre chose, j'ai l'impression que l'un des points, c'est un peu une question inattendue, c'était une conversation que j'ai eue avec Andrew, notamment sur la politique étrangère. Parce que l'une des choses qui m'inquiète en tant que personne de foi, en réfléchissant au rôle à jouer, c'est que je crois vraiment qu'il y a beaucoup de potentiel pour une cause commune. En Amérique, entre musulmans, chrétiens et juifs, entre personnes de foi, surtout à une époque où l'on constate une immoralité à un niveau inquiétant. Si on prend par exemple certains aspects culturels, comme la prolifération des paris sportifs, les paris sportifs sont partout aujourd'hui. Les paris, le jeu d'argent est devenu tellement normalisé que beaucoup de gens ont raison de se demander s'ils peuvent vraiment faire confiance au sport qu'ils regardent, ou si tout n'est pas truqué. Et les scandales continuent de tomber. La prolifération de la pornographie, toutes ces choses qui sont apparues que je pense les personnes de foi de toutes les communautés rejettent. Il y a un potentiel. Il y a, je pense, un potentiel de cause commune ou de collaboration dans ce sens qui mérite d'être exploré. Mais la difficulté, c'est que tant que ces choses restent en place, donc il y a une chose, tant que les musulmans sont les boucs émissaires, d'accord? C'est un obstacle, ce genre de choses.
La seconde chose qui me préoccupe, c'est l'hypothèse du réalisme. Dans les débats politiques, et même en matière de politique étrangère, on parle beaucoup de scénarios, de pouvoir, d'intérêt, mais je n'entends personne parler de Dieu. Et je ne parle pas d'un buisson, Junior. Un peu comme si, vous savez, nous étions les croisés et que nous étions pour y aller, vous voyez, avec des bottes de cow-boy et tirer sur tout le monde, vous voyez. Mais en fait, où est la morale dans la politique étrangère? D'où vient le calcul moral? Je suis très préoccupé par le fait que nous soyons devenus tellement sécularisés dans notre façon de parler de politique et de politique étrangère que c'est presque comme une langue que nous avons perdue. Dieu approuverait-il ce que nous faisons? Pour moi, c'est une question fondamentale que, je pense, toutes les personnes de foi doivent se poser. Dieu approuverait-il ce que fait l'Amérique au niveau de sa politique étrangère? Selon vous, quel est le rôle de la foi et le rôle de Dieu quand il s'agit de politique étrangère et de politique intérieure en politique? Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples négatifs où cela a été instrumentalisé. Ouais. Donc, par défaut, je pense que les fondateurs étaient vraiment intelligents et que la liberté religieuse pour tous, enfin, c'est Thomas Jefferson. Il l'a même fait graver sur sa tombe. Ouais. C'est ça. Et je pense que, tu sais, comme l'un de nos cofondateurs l'a dit, Jefferson est le plus grand américain. Et tu sais, Washington est le plus grand président, Jefferson est le plus grand américain. Et je pense que ça devrait être une référence assez élevée. Parce que je pense que les risques de voir cela être instrumentalisé sont potentiellement plus grands que les chances d'une synthèse intelligente appliquée à la politique. Cela dit, je pense quand même que l'Amérique a évidemment un immense héritage chrétien. Un héritage. Et très clairement, notre politique étrangère et la façon dont on en parle sont assez peu chrétiennes. Ouais. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Et être pointé du doigt pour ça... Ouais, non, c'est juste. Et je pense que la seule, tu sais, je prends le premier point au sérieux. Il y a un argument qui dit, tu sais, qu'il n'existe pas de non-philosophie. C'est soit une bonne philosophie, soit une mauvaise philosophie. Et je pense que ça vaut aussi pour les questions morales et même la religion. Donc, je suis d'accord qu'il doit évidemment y avoir. Et on peut dire que ce pays a été fondé sur la tentative d'établir ces garde-fous pour déterminer ce qui peut entrer et ce qui ne peut pas entrer. Et comment cela ne devient-il pas suprémaciste? Je pense que c'était des types plutôt intelligents. C'est ennuyeux. Ce n'est pas à la mode. Mais je pense que le modèle posé par les fondateurs, et tu sais, observation banale et ennuyeuse, Jefferson, célèbre pour avoir lu le Coran, la lettre de Washington à la congrégation hébraïque, tout ça. Je pense que tout ça est très intelligent et qu'on devrait s'en souvenir. Et tu sais, la plupart des pays n'ont pas cet héritage, mais nous, oui. Et voilà. C'est pour ça que je trouve ça curieux, si je peux répondre à une question que tu as posée tout à l'heure. On n'est pas arrivé à ce genre de conflit importé, factice, artificiel, des soi-disant conflits dans lesquels on doit s'impliquer et qui, en réalité, sont totalement historiques. Des histoires de croisades, je veux dire. Ce pays a été fondé par des gens fuyant les guerres de religion chrétienne insensées en Europe. À droite? Ceci, au XVIIIe et XIXe siècle, les gens ne pensaient pas aux différentes classes de civilisation de l'islam. Ils ne pensaient probablement même pas à l'islam tout court. Sur mon corps. Ouais. Et tu sais, l'idée qu'il y a ce grand règlement de compte que les États-Unis peuvent régler avec le monde arabe ou musulman. Les mondes arabes et musulmans, je pense que c'est totalement artificiel. Et je sais que tu veux parler, tu sais, du truc avec la glace. Et on sera peut-être pas d'accord sur tout à ce sujet, mais il y a quelque chose qui est, je pense, vraiment fascinant. Et je l'ai remarqué dans un autre podcast, c'est que, regarde, le pays a évidemment un problème d'immigration illégale. Personne ne sait vraiment, mais les estimations varient entre 10, 15 et 40 millions d'immigrés illégaux dans ce pays. Pourquoi tout cet accent mis sur les Somaliens du Minnesota? C'est vrai. Et quel pourcentage des immigrés illégaux aux États-Unis sont musulmans? Je vais deviner, vraiment très peu. C'est vrai. Nos problèmes d'immigration ne sont en fait pas les mêmes qu'en Europe. Nos enjeux culturels sont différents de ceux de l'Europe. Et l'idée d'en faire une sorte de construction artificielle,
Une seule civilisation, l'Occident, de San Francisco à Jérusalem, je veux dire. Premièrement, cela aurait paru très étrange à ceux qui mouraient dans les guerres européennes qu'on leur dise qu'ils faisaient partie d'une seule civilisation. Deuxièmement, Cela aurait aussi paru étrange aux fondateurs qui avaient fui l'Europe, ou aux familles qui ont fui l'Europe. Mais troisièmement, c'est tout simplement faux. C'est faux. ouais. En fait, la plupart des gens qui écrivent l'histoire, ils parlent du présent, mais ils utilisent le passé. Pour le façonner. J'ai d'ailleurs coécrit un livre sur l'histoire de l'islam cette année. C'est justement l'un des sujets que nous abordons. Beaucoup de personnes, comme Edward Gibbs et ses historiens, qui ont marqué l'apogée de la relecture civilisationnelle de l'Occident face à l'islam. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont passées sous silence. L'Empire ottoman entretenait des relations très intéressantes avec la reine d'Angleterre et les États protestants allemands. Et en fait, c'est assez drôle, parce que Vienne est censée être la dernière avancée des Ottomans, là où l'Europe chrétienne les a repoussés. Mais en réalité, les Ottomans ont été invités à intervenir par des protestants d'Europe de l'Est qui craignaient que, si les Habsbourg prenaient le pouvoir, il n'y aurait plus de tolérance religieuse. C'est ce que je voulais dire à propos de ce point intéressant, et je comprends très bien ce que tu dis sur la façon dont ce pays est structuré et l'héritage qui en découle. Idéologiquement et dans la tentative de créer un espace pour différentes confessions. Le premier amendement est la pierre angulaire de la Constitution, et nous vivons à une époque où nous voyons l'importance de cela, le caractère essentiel du premier amendement, mais aussi le fait qu'il est attaqué. C'est sûr. Mais aussi, ce n'est pas... Je dirais pas que c'est un héritage exclusif des États-Unis, même s'il y a des particularités propres aux États-Unis. Si on remonte dans le temps, il y a un autre aspect intéressant de la conversation que j'ai eue avec Andrew, où je ne prétends pas défendre les États-nations qui existent aujourd'hui dans le monde musulman, mais avant la modernité, si on le revient, disons, au système des Millets ottomans et à d'autres exemples. Il existait d'autres façons d'organiser la société qui s'étendaient, inhibaient, et C'est pourquoi je ne suis pas néoconservateur. Je ne le suis pas. Je pense que deux choses peuvent être vraies en même temps. On peut être pro-américain, et je pense que c'est un bon projet. Ouais. En résumé, et je pense aussi que nous ne devrions pas essayer d'exporter notre mode de vie par la force des armes, n'est-ce pas? Ouais, donc je m'intéresse en fait à l'apprentissage mutuel qui peut avoir lieu parce que là, on a presque deux modèles différents. D'accord. Qui ont atteint quelque chose de similaire, non? Quand il s'agit de savoir comment faire, parce que la question ouverte, je pense que pour tous les penseurs, les questions ouvertes sont plus productives que les questions fermées ou les questions à choix binaire. Donc, si la question ouverte est comment gérer plusieurs engagements religieux dans une société tout en maintenant sa cohésion, alors toute personne qui prend cette question au sérieux voudra examiner différents modèles, en voir les avantages et les inconvénients, et se demander, peut-être qu'on l'a organisé de cette façon et que ça a fonctionné. Comme prévu jusqu'à présent, mais maintenant nous sommes confrontés à ce dilemme. Comment continuer à protéger cette éthique globale? Et c'est aussi pour ça, encore une fois, que, vous savez, certaines personnes pourraient dire, eh bien, un de mes commentaires préférés sur les vidéos que je fais, c'est « Pourquoi tu ne vas pas dans le monde musulman ?» Je suis américain. Je suis musulman, mais je suis américain. C'est chez moi ici. Je connais pas d'autres foyers. Et il y a des choses dans cette société auxquelles je tiens, l'équilibre que nous essayons au moins d'atteindre. Soutenir la pratique de plusieurs religions en fait partie, n'est-ce pas, en plus de la liberté d'expression. Et vous savez, il m'enfermerait si je vivais au Moyen-Orient ne serait-ce qu'une semaine. Parce que je ne peux pas, elle ne peut pas me faire taire. Je veux dire, si je vois quelque chose que je trouve injuste, je dois en parler. Nous avons dit, d'accord, donc nous avons enchaîné sur ICE, et c'était, je pense, le dernier sujet important dont nous voulions parler. C'est intéressant. Alors, voici mes observations. Lors de la première fusillade, celle de René Good, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet à cause du véhicule et de la direction dans laquelle il allait. Et il faut, vous savez, prendre des décisions en une fraction de seconde. La deuxième fusillade semblait différente. D'accord. La fusillade d'Alex Preddy était un peu différente. Il était entouré par des policiers. Il était au sol face contre terre. Il avait été désarmé. Il semblait que certains des arguments habituels sur l'ordre et la loi ne tenaient pas forcément autant la route que dans le scénario précédent. Hein. Quand je regarde la communauté en ligne du 2A, du moins, et je suis un défenseur du droit aux armes à feu, je m'en cache pas, je reçois beaucoup de messages contradictoires. Certaines personnes disent,
Trump a dit beaucoup de choses problématiques. C'est un État où le port d'armes est autorisé, le Minnesota a certaines lois. Mais si tu te présentes de cette façon, alors tu es une cible légitime. Beaucoup de gens disent que les propos de Trump sont problématiques, mais que ses actions concernant les lois sur les armes à feu sont en réalité très bonnes. Il semble juste que les gens ne savent pas vraiment comment l'exprimer. C'est Très contradictoire. Ce qui m'inquiète, c'est que ça ressemble à une exécution. Je veux dire, si tu repasses la vidéo, 6 coups de feu ont été tirés sur lui. Il n'y a rien comme la loi. D'après ce que je comprends de la loi, tu dois justifier chaque pression sur la détente. Donc, même dans un scénario où tu pourrais justifier la première pression sur la détente, qu'en est-il de la 2e à la 5e, ou plutôt de la 2e à la 6e? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, et certains des commentaires de tes collègues mentionnaient, à quel point beaucoup de ces agents sont mal formés, maladroits. Pourquoi est-ce qu'ils s'occupent de citoyens? D'accord, l'argument inverse, c'est que les citoyens se mettent en travers du chemin. Très bien. Il y a tellement de niveaux pour aborder ce sujet. Premièrement, comme tu l'as dit, oui, je pense que c'est un fait qu'on a un problème d'immigration, ou au moins un problème de papier. Mais une des choses sur lesquelles j'ai essayé de pousser Andrew, c'est quelles sont les causes profondes de ça? Est-ce qu'on ne fait que traiter les symptômes, ou est-ce qu'on s'attaque aux causes? Par exemple, parlons de l'ALEMA, parlons de la politique étrangère, parlons de tout ce qui pousse les gens à venir ici. Je sais que j'ai ouvert beaucoup de sujets et mis beaucoup de choses sur la table. Comment peut-on vraiment gérer les choses de manière humaine? Encore une fois, peut-être quelque chose que Dieu approuverait, qui respecte la loi, sans intimider ni terrifier les citoyens, pour que des petits-enfants portent leur passeport autour du cou en allant à l'école. À quoi cela devrait-il vraiment ressembler comparé à cette espèce de situation pieds nickelés qui semble se dérouler en ce moment? Oui, écoutez, je veux dire, j'ai l'impression que mes commentaires devraient être là où ils sont le plus utiles. Je ne suis pas un expert en police, donc de toute évidence, cela a paru suffisamment controversé aux yeux des Américains pour que l'administration change de cap. Évidemment, cela a provoqué une énorme tempête politique. Je pense que cette personne va être enquêtée ou que tous les agents font l'objet d'une enquête et seront soumis à l'examen qui va avoir lieu. Je pense qu'on peut dire deux choses à la fois. Premièrement, d'après les éléments dont on dispose, cette personne s'est comportée d'une manière qui, à mon avis, n'est pas recommandée. Vous savez, la vidéo où on le voit donner un coup de pied dans le feu arrière ou peu importe, s'en prendre directement à ces types, évidemment finir sur une liste. Et on peut se demander, est-ce que le gouvernement devrait tenir des listes? Oui, bon, vraiment très à l'aise avec ça. Ça. Mais vous savez, si vous regardez ce podcast, si vous avez des amis qui sont impliqués dans ce genre de démarche, je vous encourage vraiment à ne pas aller jusque-là. C'est comme si votre vie ne valait pas ça, ça ne va rien changer, ou presque. Honnêtement, sa vie sera juste perdue dans une tragédie. Et puis, je pense aussi qu'il faut dire que, vous savez, je pense que les États contrôlés par les démocrates, contrôlés démocratiquement, avec un grand D, se sont livrés des manœuvres qui sont, à mon avis, essentiellement extralégales. Les villes sanctuaires, l'argument en leur faveur est quasiment identique à la nullification calhounienne dans les années 1840 et 1830 que les États peuvent annuler la loi fédérale et simplement ne pas coopérer. Et on a vu des éléments de cela aussi dans les années 60. La suite, juste une résistance massive. En fait, encore une fois, ils pensent peut-être être du côté des anges, cette fois-ci, contrairement à l'asservissement grotesque des gens. Asservir les gens, grotesque et maléfique. Vous pouvez dire, mais en fait, c'est pratiquement la même tactique. Hein. Cela étant dit, je pense que l'administration ne se rend pas service. Premièrement, l'image d'ICE, de manière générale. Vraiment, je veux dire, peut-être que certains vont commenter là-dessus et me le dire parce que j'ai posé la question autour de moi à ce sujet. Depuis combien de temps présente-t-il cela? Et ça ressemble à ça? Parce que, oui, ça a vraiment des relents paramilitaires. Vraiment, c'est le cas, non? Même si cette personne... je crois que le tireur était là depuis 8 ans. Donc, à moins que cette personne ait rejoint la première année de Trump à cause de Trump, ça fait penser aux soldats de Trump, même si, en fait, ce n'est pas vraiment le cas, je pense. Je pense que ce n'est pas utile.
Et je pense évidemment qu'il faut que cela soit fait de manière à ce que l'administration puisse atteindre ses objectifs. Et puis en prenant du recul, je pense en fait que c'est la partie la plus exaspérante de tout ça. Ma question est la suivante. Combien de personnes ont réellement été expulsées du Minnesota? N'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment peu. Oui, et qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire? Exactement. En tant que quelqu'un qui pense, tu sais, je crois qu'on a eu trop d'immigration trop vite. D'accord. Je pense qu'il y a une limite à la quantité d'immigration que les États-Unis devraient accepter, hein. Je pense que oui, l'histoire est inégale. Mais quand on regarde la période où l'Amérique a fait une pause sur l'immigration de 1924 à 1964, je sais, c'était une législation imparfaite. Il y avait des intentions racistes derrière, tu comprends? Le pays s'est rassemblé autour de lui-même. Il a formé une nouvelle entité politique. Beaucoup de ces différences raciales et religieuses se sont atténuées. On mettait beaucoup moins l'accent, tu sais, sur Irlandais contre Anglais ou catholiques contre protestants au début des années 60. Tout allait bien. Si tu veux avoir ce genre d'organisation, je pense qu'il y a toute une série d'étapes à suivre et maintenir la volonté politique nécessaire. Ce qui m'inquiète, et je l'ai déjà exprimé ailleurs, c'est que certains éléments de l'administration souhaitent en réalité gérer un état théâtre. Mais non, ce n'est pas un état théâtral pour monsieur, hein. Pour Miss Good, pardon. Mais ils veulent attiser la guerre culturelle et susciter un débat à ce sujet. Et en fait, c'est un peu un simulacre du débat sur l'immigration, parce qu'en réalité, et je sais, j'ai des amis en Californie du Sud, et quand j'aborde ce sujet, ils s'énervent beaucoup, parce que des gens ont été expulsés, tu sais, et c'est une réalité. Je veux dire, ils ont géré des prisons assez dures dans certaines régions d'Amérique latine. C'est une réalité. Mais le nombre d'expulsions n'est pas vraiment plus élevé que sous Obama non plus. Ouais, d'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que ce serait vraiment contre-productif si on avait ce genre de faux débat sur nos différences culturelles ou religieuses. Alors qu'il n'y a même aucun résultat sur le plan politique. Tu peux ne pas être d'accord avec la politique. Ouais, mais si au fond il ne s'agit même pas d'essayer de mettre en place un programme politique, c'est vraiment un cauchemar postmoderne. Oui, non, c'est un bon point, et je comprends tout à fait ce point de vue aussi. Dans quelle mesure ce qui se passe relève-t-il du théâtre? Encore une fois, oui, comme tu l'as dit, sans manquer de respect à la brutalité, parce que c'est brutal, mais c'est brutal. Dans quel but? Cela produit un certain effet dissuasif ou sert une cause, et des gens ont enregistré des agents de l'ICE dire « Vous n'avez donc rien retenu de ce qui s'est passé ?» Et on voit bien qu'ils calculent en réalité qu'une partie de la brutalité qu'ils exercent, c'est clairement calculé, hein. Qu'en penses-tu? C'est un peu comme c'est post-hoc, je pense que c'est post-hoc, je réfléchis pas comme ça. C'est comme c'est leur justification au départ, hein. Mais je pense qu'une fois que ça se produit, ils attendent un certain effet, ils attendent un effet dissuasif qu'ils ne veulent pas. Tu penses que c'est le plan? Je pense que ça en fait partie. Je pense pas que ce soit uniquement ça qui se passe, mais je pense clairement que ça en fait partie. Et juste, enfin, c'est plus qu'une question d'image de voir des agents masqués sans numéro de badge tabasser des citoyens, encore une fois, dans une bulle. Théoriquement, s'ils sont censés s'en prendre à des immigrés sans papier, ce serait une chose. Mais c'est vraiment inquiétant. Et je pense, comme tu l'as dit, que l'administration s'est rendu compte à quel point ça donnait une mauvaise image. Je me demande s'il n'y a pas eu une sorte de mauvaise estimation de leur part. Peut-être qu'ils pensaient qu'il y aurait une opposition du type BLM, hein? Ouais, je veux dire, je pense qu'il y en a eu une, surtout au début, tu sais. Et c'est ma critique, et écoute, je pense que 2020 a été la pire année que j'ai jamais vécue, personnellement. Mais il y a cet aspect, je dirais, des médias de centre droit et de droite qui veulent sans cesse refaire le procès de 2020. Parce qu'ils ont l'impression que cette fois, ils vont vraiment gagner, non? Et tu sais, ils préfèrent parler de ça plutôt que de nouveaux sujets. Et écoute, mon avis réel, c'est que, tu sais, les autorités dans ce pays, je pense que Fauci est carrément un criminel. Je pense que beaucoup des restrictions sur la liberté d'expression, tu sais, même si ce n'est peut-être pas criminel, c'est très anti-américain. Cela étant dit, je pense qu'à un certain point, il vaut mieux passer à autre chose sur beaucoup de ces sujets et ne pas être obsédé. Avec la tragédie d'il y a 6 ans, je pense que c'est très humain. C'est comme ça que les humains progressent et avancent dans l'histoire. Il y a eu des tragédies tout au long de l'histoire et moi, il y avait ce sentiment. Cherchait-il à relancer les émeutes parce qu'il pense que ces émeutes sont impopulaires auprès des démocrates? Ils vont vraiment gagner ce fois-ci?
Quel pari risqué, mais bête, parce que ça n'a pas marché. En 2020, les démocrates ont gagné et la gauche a dominé la culture jusqu'en 2022-2023. Ah, mais ce n'est pas une façon de gouverner. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Voici l'une de mes réflexions sur l'impasse dans laquelle se trouvent la gauche et la droite. Vous savez, Andrew, c'est-à-dire qu'il y en a presque. Ils semblent presque présumés d'un avenir où ils gagneront systématiquement. Et ils déjouent tout simplement les deux côtés. On parle bien du centre, hein. Je suis pas sûr que la gauche soit persuadée de gagner, ce qui m'inquiète. Moi, Je pense que la droite est trop sûre d'elle et la gauche trop. pensez-vous que la gauche soit... Eh bien, la gauche n'est pas une seule entité. Oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'actuellement, la gauche, ce qui ne sera peut-être plus du tout à la mode une fois que les républicains auront été chassés lors des élections de mi-mandat, mais je pense que la gauche considère que l'épisode Biden centre-gauche était une anomalie. Trump, c'est du passé. Je pense qu'ils estiment ne pas avoir de leader vraiment charismatique, hein, et que justement c'est ça l'avenir. Je crois qu'ils pensent que... Je pense qu'ils ont réellement intégré certaines des critiques formulées à l'encontre de leur façon de faire. En réalité, ils sont très managériaux, bureaucratiques et excessivement politiquement corrects. Inauthentique et... Inauthentique. Ouais. Oui, je pense qu'ils pensent que c'est en réalité un handicap, même s'ils le croient et que c'est la bonne chose à faire. Oui, oui. Merci. Ouais, centre-gauche, je suis d'accord, hein, comme, disons, l'establishment démocratique, absolument. Je pense que c'est le cas, et cela se situe en fait de notre point de vue stratégique au sein de la communauté musulmane à l'approche de ces élections de mi-mandat. Ce que nous ne devons pas laisser se produire, c'est que nous comprenons, et nous l'avons déjà vu en Pennsylvanie, dans le New Jersey et ailleurs, nous l'avons vu. Ils s'en tireront avec tout ce qu'on les laisse faire. Quand on regarde la profondeur à laquelle va la restructuration, ils savent qu'ils vont monter en puissance à cause de la force d'opposition. Ils ont été écartés du pouvoir, c'est comme ça que l'histoire fonctionne. Ils vont avoir une vague bleue. Quel sera le caractère de cette vague bleue? Est-ce que ce sera vraiment juste, vous voyez, Harris relancé, l'axe Harris-Hillary Clinton, Scotch-Marla, peu importe comment on l'appelle, ou est-ce que ça va être quelque chose qui se représente? Elle pourrait, elle le pense. Maintenant, on est vraiment prêt pour Hillary, ou peu importe quel sera son slogan. Pourtant, elle était dans l'email d'Epstein, alors qui sait, peut-être que c'est enfin la fin. Désolé, Hillary. Ouais, oui, mais voilà. Donc, notre mission, de notre point de vue, c'est de ne pas les laisser s'en tirer comme ça. S'il doit y avoir une vague bleue, le combat se joue lors des primaires. Et le combat consiste à les pousser et à continuer de les sanctionner autant que possible jusqu'à ce qu'ils pratiquent réellement une bonne gouvernance, qu'ils arrêtent avec ces histoires de mariage, divorce, Israël et toutes ces choses-là. Je suppose que lorsque je parlais du sens de l'histoire, je faisais plutôt référence à la gauche radicale ou militante. En ce sens que lorsqu'ils pensent à un tapis, cela évoque pour eux le sens de l'histoire et des changements sociaux. Vous allez trouver les autres classes opprimées, vous allez former une coalition avec elles, vous allez marcher. Et puis finalement, c'est comme un futur où il n'y aurait plus personne à droite. Je pense qu'il y a un manque d'imagination que j'observe chez des gens comme ça. Cela les maintient dans une impasse. Dans ce genre de situation, où, comme tu l'as très bien dit, ils refont sans cesse le procès du passé. Oh, ça va être comme les années 60 encore et encore. On combat le fascisme encore et encore. Peu importe ce que c'est, symboliquement, au sein de cette communauté, au lieu d'essayer de tracer réellement une voie créative vers l'avenir qui pourrait peut-être réorganiser une partie du spectre politique, peut-être que ça rassemble des gens venus d'ailleurs. Peut-être que ça crée une base commune de points partagés plus articulés. Des points que les gens n'avaient jamais vraiment partagés auparavant. Je crains qu'on ne voit plus la forêt à force de regarder les arbres. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur ce qui est en aval et ce qui est en amont. Une partie de la guerre culturelle, je veux pas dire des reliques, mais les points de tension qu'on agite sous notre nez, qui sont là pour nous pousser à réagir, qui ont des conséquences, qui ont du sens, mais qui restent assez secondaires par rapport à des choses plus fondamentales, comme assurons-nous que des personnes qui ne sont pas des pédophiles dirigent la société. Genre qu'on ait des gens qui ne le soient pas. Ouais, je crois que c'est là où je bloque, et je n'ai vraiment pas envie de passer ça sous silence. Je pense que si la faute est clairement établie par la loi, je pense que si la loi l'exige, alors, à accent grand, dans ces affaires survenues au Minnesota, les responsables doivent être traduits en justice. Je pense que
Tactique propre à l'ère des réseaux sociaux, consistant à isoler un décès dans un pays de 330 millions d'habitants, puis à rationner la culture. Parce que nous pouvons, vous savez, vous pouvez voir comment cela se passe en ce moment même. Non. Si vous ne soutenez pas ça, ça veut dire que vous soutenez l'ICES. Et donc si vous ne soutenez pas l'ICES, vous êtes du côté d'Israël. Je veux dire, ce n'est pas si loin. Genre un monde dans lequel, tu sais, en fait, il ne s'agit pas vraiment de la mort de cette personne. Tu vois? Et puis, dans une certaine mesure, tu sais, ce n'était pas à propos de la mort de George Floyd. Tu vois, il est mort. Tu sais, il n'y a pas eu de grande réforme de la police dans ce pays. Hein. Il y en a eu un peu. Ouais, mais il n'y a pas eu d'énormes programmes économiques pour les Afro-Américains. Rien n'a vraiment changé. C'était un combat de façade qui a renforcé beaucoup de personnes puissantes dont tu viens de parler à l'instant. Et ça, c'est toujours, je pense, historiquement le piège, c'est que, et t'as mentionné la récupération tout à l'heure, et qu'une grande partie de l'énergie symbolique mobilisée est récupérée très très facilement. Donc j'imagine, enfin, ce n'est pas vraiment quelque chose qui a une fin. C'est juste ma frustration de me retrouver coincé dans ces impasses. Et j'espère qu'on pourra s'en libérer. La dernière chose, d'accord, sur l'ICES et sur la question de l'immigration, ce que je remarque, c'est que je vois beaucoup de gens accorder, je dirais, une attention disproportionnée aux symptômes plutôt qu'aux causes. Par exemple, je vois des gens, encore une fois, c'est comme, oui, on a effectivement énormément d'immigrés sans papier ici. Je pense que il y a des préoccupations légitimes à ce sujet. Je pense qu'il y a des préoccupations légitimes concernant, tu vois, je ne suis pas forcément quelqu'un qui prône l'ouverture totale des frontières. Je pense que oui, c'est logique de vouloir avoir une politique cohérente à ce sujet, mais je ne vois pratiquement rien être fait concernant les causes profondes de l'immigration qui, encore une fois, est désormais tellement ancrée dans la guerre culturelle. Quand il s'agit tu parles aux gens de l'ALENA et ils te regardent comme si tu avais deux têtes. Ou alors de la dimension très intentionnelle, et j'apprécie ton point de vue, faire la distinction entre les États-Unis et l'Irak. C'est vraiment différent. La manière dont les États-Unis déstabilisent la société, la façon dont on a déstabilisé l'Irak, la façon dont on a déstabilisé la Syrie et des endroits en Afrique du Nord. Mon hypothèse, peut-être naïve, c'est que les gens veulent rester chez eux, tu vois, que les gens, toutes choses égales par ailleurs, recherchent avant tout la sécurité de base. Ils ne voudraient en réalité pas traverser le monde pour aller aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Mais si on finance ce groupe extrémiste, et puis, tu sais, qu'on fait tomber ce régime ou peu importe, et qu'il reste alors très peu de choix pour ces gens-là. Ça devient une option très attirante. Donc, est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est une observation juste? Est-ce que les gens prêtent suffisamment attention aux causes profondes de ce qui met vraiment notre immigration sous pression? Ou bien, je veux dire, en fait, mon point de vue, c'est essentiellement un anti-mondialisme conservateur ou un anti-mondialisme centre-droit. Je pense que la mondialisation est à la fois un processus et un projet. Donc, je ne m'y oppose pas en tant que processus. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'échanges entre les sociétés. Je pense que c'est l'histoire. Mais je pense qu'en tant que grand projet d'immigration illimitée et de financiarisation incontrôlée de tout, ça n'a pas été cette panacée. Je pense qu'en 2026, quand les Américains disent, vous savez, les Américains super riches pensent que le pays va dans la mauvaise direction, et ils le disent depuis des décennies, et cela correspond à l'ère de la mondialisation. Je pense que nous devrions prendre cela au sérieux en tant qu'Américains, en tant que démocrates avec un petit D, en tant que républicains avec un petit R. Je pense que ce n'est pas américain. C'est un phénomène. Je pense, vous savez, d'un autre côté, je pense qu'on ne peut pas. Vous savez, on ne peut pas remettre le lait renversé dans le verre. On peut dire que c'est de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il faut aller de l'avant et je pense vraiment qu'il y a des moyens constructifs d'y parvenir. Premièrement, et je pense que c'est à la fois le plus important et relativement le plus facile. Faut qu'on arrête ces BR. Oui, et vous savez, je vais prendre un exemple à petite échelle. C'est quelque chose que je pense que l'administration a plutôt bien géré. Par exemple, la politique menée en Syrie. Vous savez, je suis sûr qu'Ahmed El-Shara est une personne complexe, mais c'est lui le chef de la Syrie, et l'administration a travaillé de manière pragmatique avec lui. En fait, plus rapidement que ce qu'aurait fait, je pense, une administration démocrate. Ouais, parler de réimmigration, tu veux le parler des États-Unis, ne pas intervenir. Je crois que c'est encore une fois, la Syrie est un petit pays, son économie est petite.
Oui, c'est une région tragique du monde. Au moins ces 15 dernières années, je pense que c'est un excellent exemple de la façon dont les États-Unis peuvent se débrouiller. Il y a des gens qui veulent pas nous voir faire ça. L'État israélien, ouais, vous savez, j'essaie encore régulièrement d'analyser l'endroit en profondeur, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Et je pense que si nous pouvons dialoguer avec différentes sociétés dans le monde, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse gérer une autre société mieux qu'elle ne se gère elle-même. Bien sûr, il y a des exceptions. Je veux dire, la Corée du Nord me paraît assez effrayante d'après les informations que j'ai reçues. Mais je pense pas que nous puissions réformer la Corée du Nord pour les Nord-Coréens. Je pense pas que nous en sachions vraiment beaucoup sur la Russie, l'Iran ou la Chine. Et vous savez, en partant du principe que ce sont des régimes illégitimes, je pense que cette frontière est floue, qu'il n'existe pas de régime illégitime. Et je pense que Trump a lui-même dit lors de sa première candidature à la présidence, « Sommes-nous si innocents ?» Moi, la réflexion est aussi une forme d'auto-évaluation qui remet les choses en perspective et permet de faire preuve d'humilité. Je pense donc que si nous nous engageons simplement avec le reste du monde, sans essayer d'insuffler une énergie messianique, de conversion ou de croisade à chaque interaction, cela contribuera grandement à améliorer les choses. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'avec la mondialisation, tu sais, je pense vraiment que c'est le cas. L'une des choses dont Andrew et moi avons parlé, c'est comment c'est aussi quelque chose qui joue en faveur des élites, ou peu importe comment tu veux les appeler, la classe Epstein. Le flux constant de main-d'œuvre non déclarée et bon marché, ça perturbe les salaires ici, ça rend la vie moins abordable ici, ça cause toutes sortes de problèmes. Donc, tu sais, j'espère vraiment que ton point de vue sera de plus en plus partagé par d'autres personnes. Je vois juste beaucoup d'efforts pour essayer de remettre le lait renversé dans la bouteille, juste pour gérer les immigrés qui sont déjà là. Et je dis pas que, d'accord, si des gens ont commis des crimes, bien sûr, mais moi je suis quelqu'un qui pense en termes de système. Je veux régler le problème, tu vois. S'il y a un énorme trou dans le fond du bateau, avant de m'inquiéter de ce qui se passe avec la fenêtre, je veux réparer tout le fond du bateau. Voilà, enfin, j'ai une dernière question pour toi, juste pour que tu puisses donner ton avis. On a les élections de mi-mandat. Cette année 2026, ça va être vraiment, vraiment important. On a l'impression d'un moment très important. Je veux pas tomber dans le cliché de dire que c'est l'année électorale la plus importante de ta vie, parce que tout le monde dit ça. Mais il semble bien que des choses vraiment très importantes soient en jeu. Quels sont les principaux éléments à surveiller qui se dessinent selon vous ? 2026, l'enjeu majeur est que si les Républicains perdaient le Sénat, cela changerait tout. C'est très peu probable. Ne le faites pas, je tiens à dire très haut, peu probable. Mais je pense que dans le scénario de base, ils vont perdre la Chambre, et la Chambre est quasiment perdue. Mais je vais nuancer en disant que je ne suis pas totalement sûr de l'importance que cela a. Je veux dire, si tu te souviens, les élections de mi-mandat 2022 étaient censées être cette énorme vague rouge. La sagesse populaire dit que ça ne l'a pas été, même si je pense que les gens ont en fait du mal à lire les résultats des élections. Donc les républicains ont obtenu des résultats décevants au Sénat. Et c'était vraiment très décevant, hein, surtout les efforts des républicains dans des États comme la Pennsylvanie, la Géorgie et l'Arizona. Mais en y regardant de plus près, les républicains ont remporté le vote populaire. Ouais. Et les républicains ont ensuite remporté le vote populaire en 2024. Pour la première fois en 20 ans donc, et la première fois qu'un président non sortant remportait le vote populaire depuis 1988. Donc à ce moment-là, ça faisait carrément une génération. Donc en gros, je considérerais le vote populaire en 2026 comme l'élément le plus révélateur. Et d'une certaine manière, c'est plutôt déprimant. Je pense pas qu'il y aura de grands bouleversements à la Chambre. Je pense que les démocrates vont la prendre. Mais on est très habitué à ces énormes vagues, comme en 94, 2006, 2010. Les découpages électoraux sont bien plus intenses aujourd'hui. Et tu sais que les deux camps en prennent pour leur grade. Oui, absolument. Dans le cadre de sa campagne pour la présidence, sa préparation pour la présidence, je pense que Newsom vient de faire gagner 5 sièges aux démocrates en Californie avec ce référendum en 2025. Écoute, les Californiens peuvent voter pour qui ils veulent. Hein. J'ai vécu là-bas, j'adore cet État, franchement, c'est mon préféré. Il y a des dizaines de millions d'électeurs de Trump en Californie. Et je pense pas que ce dont la Californie a besoin, c'est que toi ou un parti ait, 45 représentants démocrates au lieu de 35 ou peu importe combien ils en ont.
Ouais, et donc je pense que c'est une manœuvre assez inquiétante qu'ils ont faite. Je pense que Newsom est très large. Je pense, c'était politiquement impressionnant, mais je pense que c'était encore une fois une sorte de dynamique politique ou de politique publique négative pour la République. À surveiller, à garder à l'œil quand il s'agira d'une confrontation présidentielle en 2028. C'est trop tôt, car Vance est maintenant, avec Peter Thiel qui sort. On trouve beaucoup de documents sur Epstein. Beaucoup de gens se demandent maintenant quel lien cela va avoir avec Vance. Est-ce toujours chez Rance? Je pense, JD, Farrell. Je pense qu'un excès d'optimisme ou un excès de pessimisme lui serait néfaste. Je pense qu'il est le favori, je pense pas qu'il soit le grand favori. Je pense que Newsom et Vance sont les favoris. Et je pense que si je devais vraiment choisir, ce serait probablement l'affiche, mais je crois qu'on en est encore loin. Je ne sous-estimerais pas les outsiders des deux côtés, hein. Je sous-estimerais pas un outsider à droite. Et je pense que ce sera très intéressant. Merci de votre temps, Kurt Mintz. Super échange. Merci. Ouais, prends soin de toi. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Veuillez envisager de faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com, abonnement. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses et la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels avec moi-même, mon équipe et nos invités, comme Sami en dit. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos domas.